Les diplomates européens, contrairement à Washington, ont accusé le Kremlin de saboter le processus de paix et parlent déjà de sanctions imminentes. Mais il est évident que la tactique du Kremlin est déjà claire. Il s'agit de gagner du temps. Et aujourd'hui, plusieurs médias occidentaux écrivent que la Russie est capable de prolonger le processus de négociation pendant tout l'été. Et pendant ce temps, la Russie prépare des forces importantes pour une nouvelle offensive en Ukraine, qui pourrait justement avoir lieu au cours de cet été. Dans cette émission, discutons de comment la Russie a fait échouer les négociations à Istanbul qu'elle avait elle-même initiées. Pour aujourd'hui, le 15 mai. Et discutons des informations qui arrivent concernant la préparation des Russes à une nouvelle offensive à grande échelle cet été, alors qu'ils vont prolonger le processus de négociation. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui, le 15 mai, au calendrier. Allons-y dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like à cet épisode et d'écrire un commentaire. Pour que YouTube recommande cette vidéo à plus de spectateurs, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous également à la chaîne Telegram Pechenews, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions rapidement les actualités dès leur arrivée. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Les principaux diplomates européens ont déjà accusé Vladimir Poutine de saper les négociations avec l'Ukraine, visant à mettre fin à la guerre, car les perspectives d'une éventuelle rencontre entre les deux parties en Turquie restent incertaines. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, a déclaré que la nomination par le Kremlin d'une délégation de bas niveau pour participer aux négociations à Istanbul montrait que Poutine cherchait simplement à gagner du temps. Voici une citation de Sikorski. « Nous espérons que le président des États-Unis verra enfin cette mascarade et tirera les bonnes conclusions. » De plus, selon des personnes familières avec cette question, les États-Unis ont ajouté de nouveaux détails à la proposition de paix. En particulier, ils ont proposé de reprendre les négociations sur les questions de sécurité dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. Je rappelle que le Forum du partenariat a en fait pris fin, après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, par la Russie, en 2022. Cette initiative constitue une extension de la proposition précédente de l'administration américaine, qui prévoyait un cessez-le-feu, en échange de la reconnaissance de facto par les États-Unis de la Crimée comme russe et de la levée des sanctions. Moscou a jusqu'à présent rejeté la proposition de Donald Trump et attend de nouvelles concessions. Les voici qui arrivent. Les dirigeants européens ont également déclaré qu'ils bénéficiaient du soutien des États-Unis pour des sanctions coordonnées contre la Russie, si Moscou continuait à frapper l'Ukraine. Dans le même temps, lors des discussions entre les responsables américains et européens au début de cette semaine, la partie américaine n'a pas donné de réponse claire à la question de savoir si elle était toujours prête à imposer des sanctions contre la Russie si les attaques se poursuivaient. Ou ce qu'elle fera si Poutine refuse de rencontrer Zelensky et de mettre fin aux hostilités. Parallèlement à cela, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la Russie n'avait pas utilisé l'opportunité créée par Zelensky en Turquie. Rutte a souligné que même si Kiev et Moscou n'arrivent pas à s'entendre sur un règlement potentiel de la guerre, il faut quand même continuer à aider l'Ukraine, parce que le soutien de l'État est un élément important pour assurer la paix, ainsi que les moyens consacrés à l'autodéfense aujourd'hui et à l'avenir. Mark Rutte a également souligné que l'augmentation des dépenses de défense de tous les membres de l'Alliance, le renforcement des capacités du complexe militaro-industriel et l'aide à l'Ukraine contribueront à maintenir la stabilité dans la région euro-atlantique. Mark Rutte a souligné son implication dans les négociations de paix russo-ukrainiennes. Le secrétaire général a ajouté qu'il ne devrait pas y avoir de répétition des accords de Minsk de 2013-2015. En effet, la citation de l'encre avec laquelle l'accord a été rédigé était incorrecte. Mark Karyuta a déclaré « Maintenant, la balle est clairement dans le camp de la Russie. Les Russes envoient actuellement une délégation de bas niveau et n'utilisent pas l'opportunité créée par le président Zelensky. » Il a dit « Je suis prêt à m'asseoir à la table des négociations avec Poutine. Dès qu'un cessez-le-feu sera instauré, nous sommes prêts à mener des négociations sur un accord de paix. » L'Ukraine, bien entendu, est prête à entrer dans le jeu, mais le ballon est du côté de la Russie. À ce sujet, aujourd'hui, par exemple, on écrit que Zelensky s'est retrouvé devant un choix très difficile. En ce moment, Zelensky se trouve en Turquie, et il doit rester en Turquie assez longtemps pour que Trump soit convaincu de son sérieux concernant la rencontre, mais pas au point que cela ressemble à une attente de Poutine là-bas.
Il devra soit rejeter l'initiative de la Russie à Istanbul comme étant tardive et insuffisante, soit l'accepter. Ce geste a permis de relancer les négociations de paix, qui étaient au point mort depuis 3 mois. D'un autre côté, Donald Trump doit lui aussi prendre une décision difficile, car il ne peut plus simplement reporter la réponse à la question de savoir si Moscou subira des conséquences. Vladimir Poutine rejette ouvertement les exigences d'un cessez-le-feu de 30 jours et les négociations directes avec Donald Trump comme médiateur. La seule réponse cohérente de la Maison-Blanche reste des sanctions de grande ampleur, dont le président français Emmanuel Macron avait déjà averti. Cependant, les premiers signaux en provenance du Qatar, où se trouve Donald Trump, indiquent que Trump n'est probablement pas pressé de reconnaître l'échec de ce processus de paix. Cette décision sera probablement la plus cruciale dans le cadre de ce conflit. Dans le même temps, le Kremlin ne semble pas craindre de nouvelles sanctions, ne cède pas à la pression de l'Europe, et ne réagit pas aux tentatives d'influence du président Donald Trump. Le dictateur Poutine estime que le risque de conséquences politiques internes liées à des photos avec le dirigeant américain et son opposant ukrainien, c'est-à-dire Zelensky, dépasse largement le préjudice potentiel de la colère de Donald Trump. Donc, Poutine craint que s'il apparaît aux côtés de Zelensky et de Trump, les Russes puissent, d'une manière ou d'une autre, se révolter. Mais de quels Russes parle-t-on ? Et une révolte, ce n'est même pas du tout à l'ordre du jour. Mais il devient plus ou moins clair pourquoi la Russie agit ainsi, si l'on regarde d'autres informations provenant de sources occidentales. En particulier, il est rapporté que les Russes accumulent et rassemblent des troupes près de la ligne de front depuis déjà plusieurs semaines. Malgré toutes les discussions sur les négociations, la Russie accumule des forces sur la ligne de front pour une possible nouvelle offensive visant à s'emparer d'une plus grande partie du territoire ukrainien. C'est ce qu'indique une source citant des responsables américains. Et l'un des interlocuteurs a déclaré que les commandants russes cherchent à rassembler davantage de forces, ajoutant que l'offensive probable sera axée sur la conquête de territoires plus vastes dans l'est de l'Ukraine. Comme l'a déclaré un responsable américain, Vladimir Poutine tentera de s'emparer de toute terre qu'il pourra obtenir, jusqu'aux abords de Kiev. Les Russes feront tout leur possible pour obtenir tout ce qu'ils pourront. La publication note que toutes ces préparations ont lieu sur fond de pénurie de ressources dans l'armée ukrainienne. En particulier, selon les estimations des États-Unis, ce sont précisément les drones ukrainiens et l'efficacité de leurs champs de mines qui freinent la Russie, malgré un avantage humain considérable. Tant dans l'est de l'Ukraine que dans la région de Koursk en Russie, où les troupes ukrainiennes tiennent toujours une tête de pont. Poutine a récemment annoncé la libération complète de la région de Koursk il y a quelques semaines. La Russie, de son côté, peine à réunir les forces voulues, en raison de ses problèmes internes. En même temps, selon les États-Unis, il n'y a aucun signe que la Corée du Nord soit capable d'augmenter de manière significative le nombre de ses troupes en Ukraine et dans la région de Koursk, après avoir perdu des milliers de soldats lors des combats. Toutefois, ces dernières semaines, les États-Unis ont observé de légers changements dans les objectifs militaires russes. En particulier, les Russes déplacent un nombre important de troupes et de matériel vers des positions situées à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Dans le même temps, les militaires ukrainiens affirment que les troupes russes ont déjà effectivement commencé leur campagne offensive d'été. Il ne faut donc absolument pas compter sur une trêve dans un avenir proche. Et voilà qu'il écrit déjà que la Russie a la capacité de faire durer les négociations durant tout l'été. Comme l'écrit la publication, la présence de Poutine aux négociations semblait peu probable dès le début. Il n'a jamais dit qu'il viendrait. Mais le Kremlin a pris une pause de 2 jours, refusant de révéler la composition de son équipe. Alors que Trump continuait à laisser entendre, lors de son voyage dans les pays du Golfe Persique, qu'il pourrait se rendre en Turquie s'il jugeait cela utile. Trump était revenu sur ses déclarations aujourd'hui. Les alliés occidentaux de Zelensky ont exhorté le président ukrainien à envoyer une délégation à Istanbul, malgré le fait que Poutine ait abaissé le niveau des négociations qu'il avait proposées. Et beaucoup ont interprété la composition de la délégation russe comme une preuve que Poutine n'a pas renoncé à ses exigences strictes envers l'Ukraine, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de ses forces armées. Eh bien, comme l'écrit aujourd'hui le Washington Post, je cite, « Les chances d'une issue pacifique à ce cycle de négociations ont fortement diminué après que Poutine a nommé ses négociateurs. Si rien ne change radicalement aujourd'hui, ce qui est peu probable, cette composition des négociateurs est un signal que Poutine a choisi la guerre plutôt que la désescalade. De plus, comme l'écrit la publication,
La dernière tactique de Poutine menace que la Russie va prolonger les négociations tout l'été. Parallèlement, il prépare une nouvelle offensive en Ukraine après des mois de guerre épuisante, ignorant les appels des États-Unis et de l'Europe à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Il est également ajouté que Poutine marche sur une ligne fine, essayant d'éviter la responsabilité en cas d'échec des négociations de paix. En même temps, il pose les bases pour que Trump, à l'avenir, cesse les livraisons d'armes et de renseignements à l'Ukraine si les négociations de paix n'avancent pas. De plus, le journal, déjà les Britanniques, écrit que l'absence de Poutine aux négociations souligne son désir de poursuivre la guerre en Ukraine, quel qu'en soit le prix. Poutine est inconnu, comme l'écrit le journal, comme un homme joueur. Mais sa décision de refuser les négociations avec le président Zelensky à Istanbul a été un pas risqué qui pourrait détruire les relations du Kremlin avec le président Trump. En réalité, il était peu probable que même des négociations en face à face entre Poutine et Zelensky en Turquie aboutissent à un cessez-le-feu durable, sans parler d'un accord pour mettre fin à la guerre. Cependant, Trump, qui a l'ambition de recevoir le prix Nobel de la paix, et s'est vanté de pouvoir mettre fin à la guerre en un jour, voit les choses différemment. Comme le déclarent les correspondants, ils peuvent obtenir des résultats assez satisfaisants, a déclaré le président américain cette semaine, en suggérant qu'il pourrait se rendre à Istanbul pour participer à la rencontre si un accord est sur la table. De plus, ils ajoutent que, bien que les négociations entre les représentants russes et ukrainiens à Istanbul puissent encore avoir lieu, personne ne s'attend à une percée, même pas à une allusion à celle-ci. Eh bien, la question reste également ouverte ici. Comment Donald Trump réagira-t-il aux négociations rompues? Va-t-il accuser Poutine d'avoir détruit la possibilité de paix? Ou bien va-t-il de nouveau diriger sa colère contre Zelensky, si ce dernier refuse de s'asseoir à la table des négociations, avec cette délégation russe peu nombreuse et de bas niveau? Voilà. Et Poutine, probablement, considérait cette composition de la délégation comme une gifle pour Zelensky. Était-ce pour dire « Assiège-toi avec ces plébéiens » ou une combinaison astucieuse et calculée, provoquer le ressentiment des Ukrainiens à cause du niveau extrêmement bas des négociateurs russes, afin qu'ils claquent justement la porte et quittent à Istanbul, et ainsi envoyer un signal à Trump que c'est l'Ukraine qui ne veut pas négocier. C'est donc ce que les Russes appellent une manœuvre à plusieurs coups. Trump avait menacé de quitter les négociations de paix sans progrès significatif. Pour Moscou, ce serait le scénario idéal permettant à la Russie de régler la question ukrainienne au moment opportun, sans paraître intéressé par la paix. Trump s'est retiré des négociations, alors que faire maintenant? Cela aurait aussi nourri les espoirs de Poutine que Moscou et Washington pourraient s'entendre sur les sphères d'influence mondiale. Un résultat qui, selon les responsables européens, pourrait pousser la Russie à attaquer d'autres pays, après avoir renforcé ses forces armées épuisées. Cependant, Poutine fait aussi face à des risques. Et Trump menace d'imposer des sanctions secondaires contre les pays qui achètent du pétrole et du gaz russe, comme l'Inde et la Chine. S'il estime que Moscou empêche la paix en Ukraine, cette mesure portera préjudice à la Russie sur le plan économique et pourrait saper le soutien de Pékin à Poutine. Mais il n'est pas clair si cette tactique sera finalement couronnée de succès, ni même si Trump est réellement prêt à prendre une telle mesure. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Il est évident que Poutine manipule Donald Trump, gagne du temps et n'a pas l'intention de mener des négociations de paix sérieuses. Mais Trump continue quand même à se bercer d'illusions, pensant qu'il pourra d'une manière ou d'une autre s'entendre avec Poutine, et il fait des concessions supplémentaires. Quand Trump s'est-il donné en spectacle comme un idiot? Excusez-moi. Regardez, je vous ai cité plusieurs médias, CNN, Bloomberg, Reuters et The Times, qui écrivent tous que Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de se rendre à Istanbul pour des négociations le 15 mai. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tout le monde en parle, et il y a même une vidéo où Donald Trump le déclare. Aujourd'hui, Donald Trump dit que non, il n'avait pas l'intention d'aller nulle part. Il n'a jamais dit qu'il comptait aller quelque part. Vladimir Poutine n'est pas venu pour cette raison. Il dit qu'il serait venu si j'avais l'intention d'y aller. Mais il savait que je n'avais pas l'intention d'y aller. Donc il n'est pas venu non plus. Je ne sais pas si Donald Trump se fait passer pour un idiot. Le 12 mai, il affirmait mon intention de m'y rendre. Aujourd'hui, il n'y avoir jamais dit que j'avais l'intention d'aller où que ce soit. Voilà. Et c'est pourquoi cela pousse à penser que Donald Trump va inventer de nouvelles concessions pour Vladimir Poutine. Et essayer de continuer à jouer à ce jeu de négociation.
Ici, je mets des points de suspension. Amis, partagez vos avis et conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo.